Éric, bonsoir. C'est un plaisir de t'avoir. Bonsoir. Donc, comme l'a dit Sébastien, on va avoir une discussion passionnante, je l'espère, sur les sujets de l'IA, de l'IA responsable. Donc, tu reviens sur le lieu de tes premières amours étudiantes. Et donc, l'idée, c'est peut-être de faire découvrir ton parcours, peut-être une dizaine de minutes, et puis ensuite qu'on parle de Kerus, qui est une très belle ESN. Kerus est un des leaders français, 3500 collaborateurs, présents dans 27 pays. C'est une entreprise qui a fêté ou qui va fêter 30 ans. Bientôt, en 26. Voilà. Et donc, c'est une réussite au long cours. Tu as toujours été parisien ? Toujours, oui, toujours été parisien. Né à Paris ? Né à Paris, études à Paris. Je crois que tu as démarré ton parcours réellement entrepreneurial en 1996. Sébastien nous disait que tu as fréquenté Dauphine. Pas complètement quand même, mais je vais revenir sur l'histoire. Et donc, Sébastien nous disait que tu as fréquenté Dauphine de 85 à 89. Qu'est-ce qui s'est passé succinctement de 89 à 96 ? Alors voilà, donc c'est la première expérience qui est pas la création de mon entreprise, puisque Kerus a démarré plutôt en 96, mais en 89, j'ai eu la chance, après Dauphine, de démarrer dans une SS2I. Donc à l'époque, on ne parlait pas de SN, on parlait de société d'ingénierie et d'informatique qui se crée, donc qui n'était pas mon entreprise, mais en tout cas j'ai eu l'opportunité de rejoindre cette société. Il y avait le fondateur et 2 personnes, plus moi. Comment s'appelait le fondateur ? Le fondateur s'appelait Michel Théman et la boîte s'appelait Management et Conseil en informatique. Et donc je rejoins cette entreprise. Alors j'avais déjà eu des contacts en dernière année avec cette entreprise-là, et je l'ai rejoint pour justement mettre en œuvre toute une stratégie autour des technologies. Alors, on remonte à l'époque, on était encore encore beaucoup de mainframe, encore pas mal de systèmes départementaux, d'autres langages de programmation. On n'était pas du tout en Python à l'époque, mais en tout cas, ce monde des technologies m'intéressait. Bon, j'ai fait Miage à Dauphine aussi pour ça. Donc, alors là, le monde des technologies et de l'informatique m'avait été aussi inspiré par des membres de ma famille. Côté maternel, j'avais quand même déjà quelques oncles qui travaillent dans l'informatique. Et donc, je me dis, pourquoi pas l'informatique ? Je ne savais pas trop, en démarrant mes études. Bon, j'étais bon en maths, j'avais fait un bac C, mention, etc. Mais bon, est-ce que je vais vers une école d'ingénieur, école de commerce ? Je ne savais pas trop. Puis finalement, j'ai écouté le conseil de mes oncles, en disant, tiens, tu devrais faire de l'informatique. Donc, et Dauphine était quand même assez reconnu à l'époque pour la Miage. Mais il est toujours. Hein. Il est toujours, non, mais j'ai appris ça. Alors qu'à l'époque, pour moi, on parlait de Dauphine beaucoup en finance, finance d'entreprise, finance de marché, MSTCF, etc. Mais j'ai beaucoup de copains aussi qui ont fait la Miage et qui ont derrière développé une super activité dans l'informatique, aussi bien en France qu'à l'international. Et donc, en démarrant dans ce projet-là, finalement, j'ai déjà une expérience dès 89 dans la création d'une start-up. Donc, quelque part, je suis quand même né dans ce monde de start-up. On n'évoquait pas le nom de start-up à l'époque, mais en tout cas une société qui se crée où il y a tous les challenges d'une création. Moi, j'ai occupé plutôt des rôles au départ techniques, opérationnels, commerce, et ça m'a effectivement forgé pendant quelques années pour me dire à un moment donné, la confiance est là et je vais me lancer. Et donc 96 Projiware, alors déjà le nom est tout un programme, parce que Projiware c'était quoi ? C'était Progiciel plus software ? Voilà, donc Projiware en fait, donc quand je décide donc je quitte l'ancienne boîte en 95, je décide de lancer ma propre entreprise dans le monde des technologies, donc on reparlera un peu des sujets de l'époque, mais notamment la data. Et donc là je dois créer un nom, il faut que j'aille vite aussi, parce que moi j'aime bien aller vite, et donc je dis, à l'époque c'était la mode des ware, il y avait beaucoup de boîtes des dataware, des conceptware, des hurryware, donc je dis, il faut que je trouve un nom en ware, ça sonnera bien, et ça fera quand même tout de suite boîte installée, etc. Très vite me vient le nom de Projiware. C'est vrai qu'on parlait aussi beaucoup de progiciel dans l'informatique, donc c'est vrai que c'est un peu franglais, mais je dis Projiware, ça sonne pas mal. Et puis, pour aussi avoir une image un peu solide, même si la structure à la base, c'était une URL à 50 000 francs, donc on ne fait pas grand-chose avec ça, mais l'image est importante. Qui a connu les francs ? Oui, c'est vrai qu'on était en francs. Voilà. Bon, donc il y a à peu près la moitié de l'audience qui n'a pas connu les francs. Autonome, on pourrait dire auto-entrepreneurial au départ. Et là, en fait, je me suis inspiré d'Oracle, en fait, qui était un gros partenaire, qui est toujours un acteur important des technologies. Donc, je travaillais beaucoup avec Oracle.
Et j'aimais bien en fait leur logo, un peu voilà, leur carte de visite, etc. Donc je me suis inspiré de la couleur, donc le rouge, et puis un petit peu le frame du logo. Et donc ce qui était assez marrant, parce que je me baladais avec ma carte ProJware, qui ressemblait vraiment à la carte d'Oracle, et les gens avaient l'impression que c'était quand même une grosse boîte, alors que j'étais tout seul en fait. Donc ça, c'était quand même très intéressant. Et je déjeune demain avec Jimmy Anidjar. Ah bah voilà, Jimmy que je connais bien, qui a été patron d'Oracle pendant pas mal d'années, en France. Donc 96, on va faire un rapide flash forward. Donc 96-2000, puisque tu rentres en bourse en 2000. En 2000, ouais. En l'espace de à peine 4 ans, tu passes de tout seul à 350 collaborateurs. Ouais. Tu prépares une introduction en bourse qui va se passer à un moment finalement où il y a un retournement de marché. Et ces 4 années-là, elles t'ont permis de découvrir quoi? Puisque tu as démarré sur la business intelligence, qui était l'ancêtre du data science aujourd'hui. Et donc, succinctement, si tu devais nous résumer un peu ces 4 années. Oui. En fait, c'est 4 années de travail très intensif, puisque quand on crée une boîte, voilà, on doit effectivement s'occuper un peu de tout finalement. Donc avant tout, du positionnement de l'entreprise, des collaborateurs, des clients, etc. Donc c'est très très prenant. Donc moi, j'ai pas trop levé la tête du guidon, on va dire de 96 à mi-99. Donc mi-99, je dis bon allez, je vais souffler un peu. J'ai eu l'opportunité de rencontrer un consultant en stratégie qui venait du BCG et qui décidait aussi de monter son propre cabinet de conseil en stratégie, en disant voilà, moi je veux accompagner les dirigeants d'entreprises, de PME dans leur stratégie. Donc je dis écoute super, viens faire une mission chez moi. Et puis comme ça m'a permis de me poser un peu, de réfléchir à la suite de mon projet. Et donc ce consultant est arrivé mi-99. Il venait plutôt de culture financière, alors conseil en stratégie, mais aussi finance, fusion, acquisition, etc. Il était quand même assez branché sur la bourse, etc., les levées de fonds, qui n'était pas vraiment mon sujet à l'époque. Et très rapidement, il me dit est-ce que tu as vu tes concurrents? Est-ce que tu as regardé un peu la bourse? À l'époque, c'était le nouveau marché. Je dis non, pas du tout. Donc il me dit bien, regarde. Donc il a commencé à me faire un peu une analyse. Et moi, ça a pris exactement 2 minutes. Je lui ai dit c'est bon, on rentre en bourse. Voilà. Donc c'était très rapide. En fait, il y avait un momentum très intéressant, même si l'entreprise n'était pas forcément prête, on va dire, en termes d'organisation et de structure, mais c'était quand même une structure qui s'était développée très rapidement sur les nouvelles technologies. Donc on était vraiment dans le focus finalement du nouveau marché de l'époque. Et très vite, je me suis dit, c'est une très belle occasion pour lever des fonds et développer mon projet, sachant que ma vision a toujours été dès le départ de construire quelque chose sur du très long terme et avec une dimension internationale. Donc j'ai toujours été aussi attiré par le développement global et puis la volonté aussi de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles pratiques. Et donc la bourse a été un vrai accélérateur pour développer ce projet. Et donc tu vas rentrer en bourse et là tu fais une acquisition juste avant de rentrer en bourse puisque tu rachètes une web agency et tu deviens la première web intelligence agency, ce qui était quand même assez précurseur, je pense. Assez précurseur dans l'industrie. Il se trouve que notre premier invité a été Philippe Corot, qui était donc le fondateur de Kerus, qui t'a vendu cette société, qui est resté ton actionnaire également. Et donc, cette acquisition qui a été structurante juste avant l'introduction en bourse, finalement, elle t'a amené où? Elle t'a permis de faire quoi? Voilà, donc il faut se remettre effectivement dans le contexte de l'époque. Donc moi, je crée une société qui s'appelle ProJware, qui se spécialise sur 2 business lines. Donc la business intelligence, donc à l'époque, on parlait plus de reporting, d'infocentre. Donc on travaillait aussi beaucoup avec des acteurs, vous avez dû connaître, de Business Object, qui était le fleuron de la BI de l'industrie française. Donc on faisait beaucoup de projets autour d'infocentre, de reporting. Donc on commençait déjà à gérer des problématiques de données. Et puis est arrivé aussi Internet, finalement le protocole IP et les premiers projets de transformation des applications avec le web, 95-96. Donc j'ai lancé en fait ces deux business lines en termes de savoir-faire, accompagner les clients sur ces transformations-là. Et avant d'entrer en bourse, en fait, la bourse avait énormément valorisé à l'époque le modèle des web agencies. Donc c'était Jean-Marie Messier à l'époque qui avait une grande vision sur le sujet en disant les technologies de la communication et de l'informatique vont fusionner et vont créer un nouveau monde. Et c'est vrai que ces modèles de web agency se sont créés, donc avec plutôt des boîtes qui venaient du monde du web, de la création, du design, du développement de sites, et puis des sociétés de communication, notamment des grands groupes de communication qui
qui se, on va dire, reconfiguraient en acteurs à la fois com et techno. Et donc pour moi, c'était important finalement d'avoir cette brique communication, design, pour présenter mon projet au marché et voilà, être vraiment dans l'intérêt aussi des investisseurs, etc. Donc la business intelligence, c'est un vrai vecteur de développement. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, on ne parle que de data, mais on va revenir là-dessus. Et donc, il a fallu effectivement se différencier par rapport au marché, sachant que beaucoup de web agencies, qui étaient des purs players web et com, étaient déjà rentrés sur le marché. Donc nous, on n'était pas une web agency pure, puisqu'on avait énormément de compétences sur la partie data et analytique. Donc on a créé un concept de web intelligence agency, donc qui était un petit peu avant-gardiste, parce qu'en fait, à l'époque, les techno data n'étaient pas encore vraiment suffisamment matures pour vraiment traiter en temps réel des analytiques et de la performance web, mais en tout cas, c'était un peu la vision qu'on avait. Donc on s'est positionné là-dessus et on a pu effectivement marketer notre projet auprès du marché financier pour se différencier. Parce qu'en fait, il faut toujours chercher quand même à se différencier pour apporter effectivement aussi plus de valeur et en tout cas défendre sa proposition de valeur. Donc voilà, on a créé ce concept-là et on est rentré en bourse en juillet 2000, donc la même semaine que Wanadoo, qui était une bonne fenêtre voilà, pour essayer de tenter cette introduction, sachant qu'au départ, on devait rentrer en mars. Et en mars, voilà, à l'époque, il y a eu une bulle qui a explosé. Le Nasdaq s'est totalement effondré. Les investisseurs ont perdu confiance, ont en tout cas trouvé que les valorisations étaient trop importantes, etc. Donc, il y a eu vraiment un arrêt brutal des IPO. Et là, c'était un sujet quand même assez difficile qu'il fallait appréhender aussi en tant qu'entreprise, puisque finalement, moi, mon projet, c'était vraiment d'aller lever des fonds sur le marché. J'avais aucun contact avec des investisseurs privés, etc. Donc, j'étais focus vraiment là-dessus. Et là, donc, il a fallu vraiment rester très, très en proximité avec la banque qui travaillait sur le projet, les analystes et les vendeurs, finalement, côté equity, pour trouver la bonne fenêtre et rentrer en bourse. Et là, l'histoire démontre qu'il y avait quand même beaucoup de sociétés comme Kerus à l'époque qui étaient aussi en attente. Beaucoup ne sont pas rentrées et malheureusement pour elles ont disparu. Mais en tout cas, ça a été quand même une période assez difficile. Avec le recul, je me dis, c'est super quand même qu'on soit rentré en bourse, mais il a fallu vraiment des efforts très importants, une proximité humaine aussi avec les équipes de la banque, etc., pour qu'à un moment donné, il y ait la confiance et dire, voilà, c'est la bonne opportunité, allez, vas-y Eric, c'est cette semaine-là, on y va. Donc tu fais une entrée en bourse au moment où le marché est sur un point de bascule, puisque finalement, pour faire très court, mais globalement de 94 à 2000, il y a eu une première vague extrêmement haussière, puisque ça a été les prémices de l'Internet. En 2000, il y a eu un arrêt brutal. Il y avait une boîte qui s'appelait Boo.com, qui était un des premiers vendeurs en ligne, qui avait des pubs assez bizarres d'ailleurs, et qui a fait faillite. Et donc ça a été un peu le signal de la fin de la récréation. Ouais. Tu arrives à rentrer, tu es une boîte de tech, tu es une Web Intelligence Agency, tu fournis des services à des entreprises, donc tu as un revenu qui est solide. Je crois que tu lèves 20 millions d'euros à ce moment-là. Vous êtes 300 collaborateurs. Et puis finalement, peu de temps après, tu fais un plan social et tu dois te séparer d'un tiers de tes effectifs. Alors comment ça se passe quand tu cotes ta boîte en bourse, que tu lèves 20 millions et que malheureusement, il faut commencer à alléger le navire? Il faut rester très très pragmatique aussi. Et bon, à partir du moment où on gère un projet, il faut essayer d'anticiper un peu les risques et en tout cas de s'adapter aux situations. Donc, comme je vous ai expliqué, donc j'ai créé donc 2 business lines, donc une autour de la business intelligence qui a été vraiment le vecteur de croissance des années qui ont suivi. Et puis sur la partie internet, effectivement, là ça va vraiment exploser. Beaucoup de boîtes qui font faillite. On signait aussi des projets, mais avec des gens qui finalement pouvaient pas forcément payer, donc les startups de l'époque, etc. Et donc voilà, je prends une décision mi-2001. Quand je vois le marché vraiment se retourner, je me dis il va falloir mettre finalement le braquet sur la BI. La partie web, on va la réduire fortement et puis on reviendra un peu plus tard quand le marché sera un peu plus mature sur le sujet, parce qu'il y avait aussi un sujet de technologie et finalement de performance. Ça ne délivrait pas à l'époque. Donc il a fallu effectivement, c'était pas facile à faire, mais il a fallu prendre cette décision. Donc on comprend quand on est chef d'entreprise de dire on va réduire la voilure sur cette activité-là. Donc il a fallu effectivement mettre en place un plan social et couper les effectifs. Et donc ça, finalement, c'est le moment où tu te reconcentres sur ton métier d'origine, du business intelligence. Le business intelligence, c'était la version un peu améliorée d'Excel.
C'était des outils de type Business Object, MicroStrategy qui permettaient de traiter de gros volumes de données. C'était très utilisé dans le monde de la finance pour faire des simulations. Donc, c'est un peu le précurseur de ce qu'on voit aujourd'hui en matière de data science. C'est le cœur de ton activité. Et en fait, de 2001 à 2024, tu passes de 200 à 3500 collaborateurs. Ouais. Tu multiplies par 17 ton effectif. Là, tu fais un accéléré. Là. Tu passes d'une présence en France à une présence dans 27 pays. Ouais. Tu es toujours resté très fidèle à ton cœur business. Tu peux nous dire un peu comment ça a évolué, ce métier de la data sur cette période? Donc effectivement, donc là tu as été vite de 2001 à mais tu le fais à ton rythme, Eric. Non mais on va. Vas-y, tu le découpes comme tu veux. Je vais donner un peu les grandes étapes. Donc oui, donc 2001, il y a quand même effectivement ce mouvement des entreprises qui s'équipent d'outils de business intelligence. Donc on parle beaucoup d'entrepôts de données, de data warehouse, d'outils de reporting, etc. Donc c'est quand même un mouvement assez fort en termes d'investissement des entreprises sur ces sujets-là. Et donc moi à cette époque-là, comme je vous l'avais dit aussi au départ, mon projet a été dès le départ de créer un leader international en fait autour de la BI. Donc très vite, à partir de 2001, je commence à faire des acquisitions. Donc au départ sur le marché français et puis très rapidement européen, puis international. Donc on se développe assez rapidement à travers ce vecteur de la BI, une croissance organique à 2 chiffres et des acquisitions. Et pour juste redonner les grandes étapes, donc la boîte démarre en 96. En 2004, on est à peu près 500 personnes et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en 2006, on fait 100 millions d'euros, donc qui était pour moi une taille critique sur notre activité. Et à peu près 1000 collaborateurs, et avec déjà une première présence internationale, et qui a été très intéressante, puisqu'en fait, on a démarré pas mal en Amérique du Nord. Et à l'époque, c'est moins le cas aujourd'hui, il y avait quand même une petite avance. Beaucoup d'acteurs sont encore américains dans la techno, mais en tout cas à l'époque, les technologies étaient quand même mises en œuvre plus rapidement en Amérique du Nord qu'en Europe. Donc on avait quand même une certaine capacité à faire du transfert aussi de savoir-faire, etc. Donc avec nos équipes en Amérique du Nord, c'était assez intéressant comme positionnement. Et le marché s'est structuré. En 2007, on est revenu dans le web pour reconstruire des assets autour du digital. Parce que je considérais qu'effectivement, à un moment donné, ces deux mondes-là allaient converger. La data et le digital, aujourd'hui, c'est un monde qui converge totalement. Et donc, on a reconstruit progressivement, à partir de 2007, des activités digitales. Et en 2010, en restant très fort et très expert sur la techno, on a souhaité aussi se rapprocher beaucoup plus du business, en fait, des métiers, des directions opérationnelles et fonctionnelles. Et on a décidé de créer notre propre cabinet de conseil en management, donc au sein du groupe, qui s'appelle Kerus Management, et qui a pour vocation d'accompagner les métiers sur les projets de transformation, donc en travaillant plutôt la partie organisation et process. Mais très rapidement, on est vite rattrapé par les technos aussi et la data, qui apportent beaucoup de valeur aussi pour refondre des organisations et des processus. Donc avec ce cabinet-là, on a mis finalement en exergue un savoir-faire assez unique sur le marché, qui est un triptyque d'expertise data, digital et transformation management. Et c'est ce qui a fait effectivement la force du groupe pour se développer à la fois en France et sur les différents marchés. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un paramètre qui n'a pas changé au cours de ces années, c'est que globalement, un collaborateur, c'est à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Pas forcément, non. Là tu es un peu réducteur, parce que si tu prends un collaborateur en offshore en Inde, c'est pas 100 000 euros. Parce que tu fais actuellement 350 millions pour 300... Oui. Non, mais dans le chiffre d'affaires, il y a effectivement beaucoup de ressources. Donc, on est quand même dans un métier de conseil, donc il y a énormément d'humains. Certaines tâches pourront être automatisées. On travaille aussi pour ça, pour nos clients et pour nous. On va en parler. Voilà, on va en parler. Mais il y a aussi une composante logicielle qui est assez forte en fait dans notre activité. Donc, à la fois en étant partenaire des grands acteurs technologiques de la data, mais aussi en ayant nous-mêmes développé nos propres outils, nos propres frameworks, pour aussi toujours se différencier, apporter une valeur ajoutée supplémentaire aux clients, qui pourraient très bien aller se servir en direct chez Microsoft, Oracle ou SAP ou autres. Mais en allant voir Kerus, on peut à la fois les conseiller sur les bons choix en termes de techno et de plateforme, mais aussi apporter une valeur ajoutée sur certains outils qui viennent compléter en fait les suites logicielles des grands acteurs. Alors ça nous fait une belle rétrospective. Et puis ça nous amène sur l'actualité qui est un peu le cœur de la conférence ce soir, sur les IA, leur potentiel de disruption.
les enjeux sociétaux qui leur sont attachés et donc comment avoir un comportement responsable. Tu diriges une entreprise qui conseille des grands groupes, de belles ETI. Tu as des équipes d'ingénieurs avec toi. Au quotidien, ce sont des questions qui se posent à vous. Vous avez publié récemment un livre blanc sur l'empreinte du code carbone. Et donc, ce sont des préoccupations qui sont au cœur de la mission de Kérus. Comment tu vois les évolutions de l'IA sur les 10 dernières années, la vitesse à laquelle ça a accéléré et ce qui se passe finalement depuis un an, depuis l'avènement de ChatGPT. Tout à fait. Voilà. Quelle est l'analyse que tu fais de ces changements? Déjà, en fait, c'est sûr que la grosse rupture arrive quand même avec ChatGPT, donc fin 2022. C'est quand même l'IA générative, pour moi, c'est quand même une vraie révolution qui impactera la société de manière générale, les comportements, les métiers. Et donc, c'est quand même un sujet qui est assez complexe, puisqu'effectivement, ces IA vont traiter énormément de données. Donc, il y a tout un sujet en amont qu'il faut quand même pas négliger, qui est finalement la source de données, la qualité de cette donnée, la fiabilité de cette donnée, qui est très importante. C'est-à-dire que dans les grandes bases de données aujourd'hui, les LLM, etc., qui traitent, qui manipulent ces données, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de problématiques aussi d'éthique autour de cette data qu'il faut traiter pour moi dès la nature même de la data en termes de gouvernance. Et puis à partir du moment où on a des données qui sont éthiques, ensuite les LLM pourront fonctionner et produire de l'information qualitative, en tout cas en respectant un certain nombre de règles. Mais au-delà de ça, donc nous on a vu quand même plusieurs ruptures technologiques ces dernières années. Celle-là me semble être majeure, voire même plus importante qu'Internet. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde se pose des questions. Il y a des interventions à la fois pas simplement sur les aspects technologiques, ça impactera la politique, le sociétal, comme tu dis, la sociologie. Donc on est vraiment confronté à une nouvelle vague qu'on doit essayer de bien gérer pour que l'humain puisse quand même garder le contrôle. Effectivement, le progrès, c'est très important. Moi, je suis aussi passionné de technologie, de progrès, etc. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même maîtriser notre destin et l'humain doit rester au centre de tout ça. Alors, quand on a été avec Claire préparer ta venue, ta session dans tes bureaux, où tu nous as très gentiment reçus, on s'est rendu compte que tu avais une très forte légitimité sur ce sujet et Kérus a une très grande légitimité sur ce sujet parce qu'en fait, il y a un continuum. Ça fait 30 ans Tout à fait. que tu conseilles des entreprises sur comment elles peuvent exploiter leurs données financières ou autres, industrielles, avec du BI. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'elles peuvent utiliser ces outils très modernes que sont les LLM et bientôt les LAM, puisque c'est pas simplement de la génération, mais c'est aussi du traitement de l'orchestration de tâches. Et de ce point de vue-là, ça te donne une position un peu particulière, un peu singulière, parce que tu peux observer, tu peux analyser et surtout tu peux avoir une projection. Est-ce que tes clients, c'est le cas pour mes clients, on fait beaucoup d'IA dans mes activités, je les trouve désorientés. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils sont perdus parce que la transformation est trop grande. Tu fais le même constat? Tout à fait, oui. Donc je pense que c'est vraiment le constat. Donc les clients ont énormément besoin de conseils. On a vécu une phase sur 2023 plutôt de conseils, d'expérimentation, notamment autour des IA génératives, qui est quand même le sujet le plus porteur aujourd'hui, même s'il y a un certain nombre d'IA aussi qui permettent d'automatiser, de traiter un certain nombre de problématiques. L'IA générative a quand même disrupté la vision. Et donc, je pense qu'il faut travailler, et c'est un peu notre projet, c'est d'accompagner et de tester progressivement en fait les choses, donc, tout en étant quand même assez rapide, parce que le marché va quand même très très vite. Donc nous, on doit sécuriser effectivement les approches, sécuriser le client, donner confiance dans la manière d'appréhender en fait ces sujets-là. Et puis, je sens déjà que très rapidement, dès 2024, certains clients ont franchi le pas et sont prêts à passer dans des phases un peu plus industrielles. Alors, est-ce que tu entends souvent la phrase qui dit qu'il faut soulager les collaborateurs des tâches ingrates, répétitives, à faible valeur ajoutée, pour les faire par des IA génératives et donc libérer leur productivité?
Oui, non, mais bon, l'IA générative peut permettre ça aujourd'hui sur certains métiers, bon, notamment les métiers effectivement où il y a des tâches assez répétitives. Donc je parlais tout à l'heure avec une collègue du métier de comptable, même si je respecte tout à fait ce métier-là. Non, mais bon, les tâches administratives, des tâches où il y a effectivement beaucoup de contenu rédactionnel, etc. Donc pour moi, l'IA générative, pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, après effectivement, si le cognitif se développe, il y aura peut-être d'autres perspectives. Mais en tout cas aujourd'hui, pour moi, c'est un super copilote. C'est le terme qu'a utilisé Microsoft. Pour moi, c'est un copilote, c'est-à-dire que l'humain, en sachant bien utiliser l'IA générative, ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même besoin d'acculturer, d'accompagner, de former, etc. Pas parce qu'on fait quelques prompts sur ChatGPT qu'on sait bien l'utiliser. Pour moi, il faut le voir comme vraiment une capacité à augmenter la productivité. Pour certains métiers, oui, on peut dire qu'il y aura effectivement, mais comme dans toute rupture technologique, il y a des métiers qui disparaissent, il y en a d'autres qui se créent. Donc, moi, je suis pas pessimiste là-dessus. Je pense qu'il y aura beaucoup de nouveaux métiers qui vont se créer, notamment autour de l'éthique et autour de ces problématiques qui sont quand même assez complexes. Maintenant, pour un certain nombre de tâches, oui, je pense qu'il faut améliorer la productivité, donner plus de liberté aussi à l'homme, à la femme en général, pour progresser, pour mettre à profit sa créativité aussi dans d'autres domaines. Alors, tu es exposé à du business dans le monde entier. Tu vois différentes cultures, en Amérique du Nord, en Asie, en Europe. Quel est ton sentiment sur la réaction à la fois des législateurs, des décideurs, leur propension à adopter ces nouvelles technologies, leur capacité à s'interroger sur les impacts sociétaux, parce que qui dit augmentation de la productivité peut dire licenciement finalement ou destruction d'un certain nombre de jobs. Qu'est-ce que tu observes comme ça entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie par exemple? Bon, là c'est très très hétérogène quand même. Donc effectivement l'adoption de nouvelles technologies sur certains marchés se fait en s'affranchissant aussi de réglementation ou de régulation, notamment les Américains et les Chinois. Donc, ils ont été quand même très très vite sur le sujet. Donc, c'est vrai qu'ils peuvent gagner au départ, en tout cas, la course de l'innovation et la capacité à créer des acteurs de taille significative. Je pense que sur l'IA, en tout cas, la France, l'Europe, on a quand même une belle carte à jouer parce que, bon, il faut savoir qu'on a quand même les compétences les plus reconnues sur le marché au niveau mondial, hein, que ce soit effectivement en recherche et à travers les formations. Donc je sais que Dauphine aussi s'investit beaucoup sur l'IA. Donc ça c'est une vraie donnée de marché, hein. C'est-à-dire que les Américains viennent nous chercher et globalement on est très reconnus. On a aussi des nouvelles startups qui se créent pour justement travailler les sujets d'une autre façon, avec une démarche plus éthique, avec une démarche de souveraineté. Et je crois qu'il faut vraiment saisir l'opportunité pour le faire, mais il faut aussi mettre des vrais moyens financiers. Et là-dessus, bon, voilà, on sait que les Américains notamment, ils ont voté l'année dernière 56 milliards sur l'IA. Bon, c'est 56 milliards, quoi. Donc il faut vraiment se donner les capacités aussi sur le plan financier pour pouvoir justement atteindre ce niveau d'excellence et ces acteurs qui pourront demain rayonner à l'échelle européenne et internationale. Bon, en tout cas, on peut saluer les efforts de notre gouvernement. On a un jeune président qui comprend bien ces sujets. Tu parlais probablement de la création de Mistral, qui vient en concurrence des GAFAM. Tu parles de nos talents, hein. La France a une tradition d'être une terre de mathématiques. On a la chance d'avoir des instituts comme évidemment Dauphine. Il y a quand même 2000 chercheurs dans la maison et Dauphine est en pointe. Il y a même des doubles cursus business et IA. Mais par exemple, l'ENS, c'est quelque chose d'unique en France. Hein. Donc nos talents sont chassés par les plus grands. Est-ce que tu penses que, par exemple, sur la dernière réglementation qu'on a vue, qui a été adoptée par le Parlement européen, ça va plutôt dans le sens d'une accélération ou tu as le sentiment qu'on va peut-être ralentir et que finalement l'Asie et l'Amérique du Nord vont continuer d'accélérer là où nous, on met un peu la pédale sur le frein? Non, alors la régulation sur la pédale de frein. Ouais. Non, mais bon, la régulation, ça vient toujours effectivement freiner un peu l'engouement et en tout cas, ce qu'il faut, c'est quand même laisser une certaine flexibilité pour l'innovation. Maintenant, je pense qu'il y a quand même des sujets de fond sur la source de la donnée, sur les droits d'auteur notamment. Bon, voilà, demain, essayer de définir aussi des algorithmes de rémunération équitable, etc. Donc, des enjeux qui sont aussi culturels, je pense, chez nous en France et peut-être aussi en Europe, en Allemagne, etc. Donc, tout le monde partage un peu cette vision. Donc, voilà, je pense qu'il faut quand même donner le pouvoir à l'utilisateur final,
respecter aussi l'utilisation des informations avec consentement. Donc on ne peut pas se permettre, comme en Chine, de laisser effectivement de la recobiométrique en temps réel sans consentement. Même si en faisant ça, on va entraîner beaucoup de données, on va certainement sortir des modèles intéressants. Bon, c'est un peu la limite du truc. Donc moi, je pense que voilà, il faut mettre le curseur au bon endroit. Nous, en tant que société, on a aussi effectivement un devoir de participer, à la fois de pédagogie, mais aussi de contribution. Donc on essaie effectivement d'apporter notre vision, notre brique un peu à l'édifice. Donc on a participé au débat parlementaire Pradal-Rambaud là, autour des IA génératives, donc justement en essayant de travailler ce côté justement protection finalement des droits d'auteur. Bon, l'IA Act aussi est quelque chose, à mon avis, d'important. On a été assez précurseur en France autour de la sécurité de la donnée, hein, avec le RGPD. Donc moi, je dirais qu'on doit aller dans le sens sans forcément trop accélérer. Alors on avait un ancien ministre de l'économie qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui s'appelait Francis Mer, qui disait que la différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est qu'aux États-Unis, l'être humain est au service de l'économie et que c'est l'inverse en Europe. Tu dirais que c'est la même chose pour les données? On est au service de données ou les données doivent être à notre service? Non, moi je pense qu'on doit être au service de l'humain, tout simplement. Et donc du coup, d'être vigilant. Oui. Tu conseilles beaucoup de grands groupes, tu conseilles beaucoup de PME et de PMI. Aujourd'hui, leurs grandes orientations stratégiques, c'est quoi? Comment est-ce qu'elles se projettent dans 3 ans, dans 5 ans? Est-ce qu'elles s'imaginent complètement réinventées par ces technologies, disruptées? Alors ça, pas encore totalement en fait, hein, parce que ça dépend des entreprises qui ont déjà effectivement une histoire, un business model, etc. C'est quand même très difficile quand on est très gros de se réinventer, donc il faut toujours avoir des capacités à innover, mais plutôt dans des projets, on va dire, parallèles, bon, qui pourront à terme se développer et embrasser un peu l'existant. Non, je pense qu'elle se pose quand même des vraies questions de fond. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui sur l'évolution des métiers en général, la création des nouveaux métiers, lesquels, autour de l'IA. Donc on n'en est qu'au début, hein. Je pense que les choses vont se construire progressivement. Pour moi, on n'en est pas encore au stade où il faut absolument se réinventer demain matin. Bon, par contre, il faut quand même prendre en compte le sujet et commencer petit à petit dans différents pans de métiers à regarder effectivement comment on va pouvoir améliorer la productivité, voilà, dans une démarche éthique. Et je pense que de toute façon, les métiers qui seront en lien avec les personnes ou la matière ne seront pas touchés, quoi. Les métiers du care, les métiers autour de la transformation écologique, etc. Voilà, dès qu'on a une relation, voilà, je pense que ces métiers-là perdureront. Sur des métiers, effectivement, même sur les métiers, tiens, c'est notre cœur de métier, hein, sur les métiers du développement, par exemple, informatique, bah, il y en a certains qui disparaîtront, quoi. Il va falloir effectivement aussi se réinventer en termes de programmation. Aujourd'hui, on peut utiliser des IA génératives pour générer du code, même si l'humain peut réintervenir derrière à 10-15%, mais c'est déjà d'une qualité énorme. Ben, il y a eu une déclaration hier du président de NVIDIA qui disait que d'ici 15 ans, les IA génératives auraient remplacé plus de la moitié des ingénieurs qui codent. Voilà, effectivement. Alors tu recrutes beaucoup chaque année, d'ailleurs, Dauphine est un vivier, hein, que ce soit pour des stages ou des emplois, tu en viens, tu sais de quoi je parle. C'est quoi la proportion des ingés que tu recrutes ou des gens qui viennent du data science? Ah bah c'est quand même le cœur de métier, donc globalement c'est à peu près 60-70% des effectifs. Donc avec un mix ingénieur, université et aussi école de commerce maintenant qui développe aussi des masters autour de la data. Et puis donc comme je vous l'ai dit aussi on a des activités de conseil, donc on recrute aussi beaucoup voilà, en université, en école de commerce, puisqu'on a besoin quand même à la fois d'appréhender les enjeux business et donc de travailler vraiment sur les use cases et sur des problématiques très fonctionnelles et très métiers, tout en ayant effectivement la vision de la technologie et comment elle va pouvoir aider l'entreprise à se transformer. Donc il faut vraiment créer des dispositifs pluridisciplinaires avec voilà, des gens qui ont une capacité à réfléchir en termes de stratégie, en termes de connaissances sectorielles, et puis bien sûr, on va dire des technologues capables d'apporter aussi de la vision. Alors on a évoqué les enjeux sociétaux, on a évoqué les enjeux de transformation pour les entreprises. Il y a un autre domaine où ton entreprise a développé un savoir-faire, c'est dans l'optimisation.
Comment rendre ces systèmes moins gourmands, comment avoir plus d'efficience par rapport à la consommation énergétique. Est-ce que tu penses que ça va être un très gros sujet qui vient devant nous parce que finalement, ce sont des ogres, ces machines? Tout à fait. Tu parlais d'NVIDIA. Donc oui, c'est un très gros sujet. Hein. L'empreinte énergétique des data centers et de tous ces supercalculateurs et ces GPU, etc. Donc c'est vrai que dans une démarche d'accompagnement aussi de nos clients, on doit essayer de travailler à optimiser la consommation des ressources pour justement réduire l'empreinte carbone, qui est quand même le sujet numéro 1. Donc là, on travaille effectivement à la fois sur des sujets d'infrastructure, donc avec des partenaires aussi. Hein, on a des partenaires donc en France comme OVH par exemple ou d'autres qui sont déjà éco-responsables dans leur démarche. Mais bon, l'idée c'est effectivement de pouvoir travailler sur ces problématiques d'optimisation, de réduction, on va dire d'utilisation des ressources, voilà, qui finalement ont un fort impact. Et donc on travaille sur des approches où on construit aussi des méthodologies. Alors, tu parlais tout à l'heure du code décarboné, donc ça aussi c'est un sujet. Hein. Comment optimiser les programmes pour qu'ils soient le moins consommateurs possible. Donc on travaille plutôt des aspects un peu globaux, à la fois avec de la méthode, des aides au choix d'outils et de plateformes, parce que là aussi je pense qu'il y a effectivement pas mal de choses à comprendre pour mettre en place ces infrastructures qui seront les moins consommatrices. Et oui, donc le numérique responsable, c'est un enjeu très fort, on va dire, de la société en général. Notre syndicat Syntec aussi est très actif sur le sujet. Et on doit aussi acculturer finalement toute l'entreprise à cette problématique. C'est aussi même dans l'utilisation, tu parlais d'Excel tout à l'heure, ou dans la manière d'utiliser les visioconférences, etc. On peut réduire fortement l'empreinte carbone par effectivement des usages plus appropriés. Alors, peut-être une petite digression parce qu'on fait un très gros focus sur l'IA qui est très présent dans l'actualité, mais il y a d'autres technologies disruptives. C'est ton dada, ça. Voilà, et donc, mais le tien aussi, parce que oui, le mien aussi, en 2018, moi, si j'ai bonne mémoire... Je ne me suis pas encore plongé dans le quantum comme toi, mais les qubits, on va y arriver bientôt. Voilà, mais ça, c'est sûr que tu t'y plongeras. Mais en 2018, tu as été très précurseur en France puisque tu as fait un premier ICO. Hein. Donc, c'était pas juste un IPO, tu t'es intéressé très près à la finance décentralisée, qui est un sujet que Dauphine aujourd'hui aborde. Hein. Il y a un premier certificat de finance décentralisée sous la responsabilité d'Hervé Alexandre. Et donc, tu as lancé Napoléon X. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots cette aventure? Oui, alors c'est une aventure qui démarre avec d'abord ma passion, c'est la création d'entreprises, de projets et avec bien sûr des équipes. Donc j'adore lancer des initiatives, j'en lance toujours. Donc c'est pour ça que je m'amuse toujours autant et que on va bientôt fêter les 30 ans et que je suis toujours à la tête de mon groupe. Donc en 2018, j'ai l'opportunité de rencontrer deux personnes qui ont une volonté d'entreprendre. On est encore vraiment dans le monde aussi pas mal de nouvelles technologies, donc on parlait pas mal de blockchain à l'époque, etc. Et donc j'ai décidé de créer un startup studio. Donc c'est une entité, une sorte de business unit dont la vocation est d'accompagner la création d'un projet de son idéation jusqu'à la mise en place du MVP ou du pilote et puis bien sûr sa mise en marché ensuite. Donc c'est vraiment un concept où c'est une petite équipe pluridisciplinaire qui peut travailler à la fois très en amont sur la stratégie. Donc si quelqu'un arrive avec un projet, tu connais bien ça, déjà challenger un peu le projet, son positionnement dans l'environnement dans lequel il veut opérer, travailler sur les problématiques aussi de business plan, de financement, etc., mais surtout sur le produit, et puis aussi la partie marketing, client, donc on aborde tous les aspects. Donc on crée ce corporate studio avec deux anciens d'EY, on en a une aussi qui est là, du cabinet EY, donc qui commençait à être un peu, un peu étriqué, en fait. Parce que dans les grands cabinets, on n'a pas autant d'autonomie, de faculté de prendre des initiatives, d'entreprendre. Ça existe, ça, d'être étriqué chez EY? Parce que je pensais que c'était une entreprise où personne n'était étriqué. Non, mais je dis EY, j'aurais pu citer un autre nom. En tout cas, les grands groupes en général, ça pourrait être aussi un groupe industriel. Tout dépend du mindset et finalement de l'ADN de l'entreprise. Bon, moi, mon ADN, c'est l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc voilà, donc si demain, là, dans la salle, il y en a quelques-uns qui ont un projet,
vous m'appelez, on va discuter. J'espère pouvoir vous donner des bons conseils pour vous aider à démarrer votre projet. Moi, j'adore ça. D'ailleurs, tu vas partager ton adresse email, voire ton numéro de téléphone. Bien sûr, avec plaisir. Et donc, on crée ce Corporate Studio, et donc les deux personnes qui me rejoignent avaient commencé à pas mal travailler sur la finance décentralisée, la blockchain, etc. Et dans leur réseau, effectivement, ils avaient accès à l'un des fondateurs de Napoleon-X, qui est le premier asset manager français de crypto. Donc, on est en 2018. Et donc là, on a effectivement, alors on n'était pas tout seul, mais on a accompagné cette ICO, donc qui était effectivement une levée de fonds en crypto. Et on a accompagné le projet sur une dimension à la fois dans la partie stratégique, puis après dans la partie aussi marketing pour réussir cette opération. Et donc cette unité-là a pour vocation en fait à travailler sur toutes les innovations technologiques, donc très en amont aussi. Hein, on a une capacité et une volonté aussi d'investissement sur des phases d'évangélisation, donc ce qui coûte quand même à l'entreprise. Mais pour moi, ça fait partie vraiment de l'ADN, c'est d'être capable très en amont de travailler des sujets, même si on sait qu'on n'aura pas la rentabilité dans 3 mois ou dans 6 mois. Mais c'est ce qui crée aussi le positionnement de la marque et la reconnaissance aussi des clients. Donc on a très vite travaillé sur ces sujets de blockchain qui sont toujours d'actualité, et puis petit à petit on a enchaîné sur d'autres, sur du low-code, no-code, sur tous les sujets qui finalement sont aujourd'hui d'actualité. On essaie de les anticiper. Alors peut-être une question qui n'est pas pour le président de Kerus, puisque je ne sais pas si ça fait partie de vos lignes de métier. On voit l'avènement de toute une nouvelle génération de casques de réalité augmentée, de casques de réalité virtuelle. J'ai eu l'occasion récemment de tester le dernier produit d'Apple. Moi, je ne l'ai pas testé encore, mais on va en parler. Bah, si tu veux, j'en ai un à Paris, donc je peux te l'amener, qui est vraiment bluffant. Et qu'est-ce que ça t'évoque, ça te fait penser à quoi tout ça? Bah, écoute, comme tous, hein, on a été effectivement à un moment donné pris par la vague Web3. Donc forcément qu'on a travaillé là-dessus, autour on va dire du travail collaboratif augmenté par la réalité virtuelle et tous ces aspects-là. Donc on a nous-mêmes fait un partenariat, donc c'était il y a 3-4 ans déjà ça, hein, un partenariat assez clé avec Meta. Donc on a travaillé sur les sujets. Alors je dis pas qu'aujourd'hui on est moins là-dessus, on est un peu moins parce que le marché est moins présent, mais on a quand même construit des savoir-faire là-dessus, et on avait fait des tests à l'époque, on avait commencé effectivement à évangéliser des COMEX sur l'utilisation de ces outils. Je t'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser aujourd'hui. En plus, je ne suis pas moi gamer et je ne viens pas du monde des jeux vidéo. Donc, ça me plaît parce que c'est intéressant, mais je ne vois pas encore vraiment toutes les applications professionnelles. Alors, avant d'aborder la session de questions-réponses d'ici quelques minutes, je voudrais m'intéresser un peu plus à l'individu et pas simplement au fondateur. Tu t'impliques dans beaucoup de projets. Tu es également business angel. Je crois que tu as accompagné un peu plus de 40 entrepreneurs. Je crois aussi que tu t'impliques beaucoup dans le domaine de la création. Tu as été coproducteur d'un certain nombre de films. Et puis, tu es également plusieurs fois papa, grand-père. Et donc, je serais également… Là, tu dévoiles des secrets, là. Et je serais également heureux de te poser la question de ce que tu aimerais conseiller à tes enfants et tes petits-enfants aujourd'hui comme parcours. Mais globalement, ton expérience en tant que business angel, hein, tout à l'heure, tu invitais ceux qui sont porteurs de projets, et il y en a. On a aussi la présence de Sonia, hein, qui est la directrice du master 264, où j'ai le plaisir d'intervenir depuis 5 ans, qui est le master entrepreneuriat et projets innovants. Donc, Dauphine devient une fac d'entrepreneurs, ce qui est quand même beau. Tu vois quoi comme projet aujourd'hui se présenter à toi? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de projets. Alors, mon domaine, ça reste quand même la technologie, hein, et en tout cas l'impact de la technologie au niveau de la société de manière générale. Donc c'est quand même beaucoup de projets techno. Voilà, autour du digital, autour de la data, autour de l'IA générative, etc. Bon, ça c'est des projets quand même pas très accessibles parce qu'ils demandent énormément de fonds. Et moi, je suis plutôt alors à mon niveau, j'accompagne plutôt des boîtes en early stage, donc sur vraiment le démarrage. Pre-seed seed. Comment? Ouais, pre-seed seed, voilà. Donc effectivement, l'aspect financier est important, mais c'est pas le plus important. Parce que pour démarrer un projet, il faut un petit peu de fonds, mais il faut surtout effectivement des conseils, une capacité effectivement à comprendre aussi le business model, la nature même aussi des managers ou des fondateurs qui vont diriger le projet. Parce que là aussi, comprendre un peu leur vision. Et donc ça, c'est très intéressant quand on a un peu d'expérience de pouvoir challenger finalement le business model, de comprendre aussi la volonté de l'équipe. Et puis en fait, comme j'évolue dans ce domaine-là, si je trouve aussi
des affinités avec ce qu'on propose nous à nos clients, donc pour enrichir peut-être les solutions qu'on pourrait proposer demain. Je peux aussi offrir un accès assez rapide au marché. Et donc c'est ça qui est assez intéressant finalement pour les entreprises, c'est de dire ok, très bien, donc Kerus a déjà un portefeuille de clients important, est positionné sur ces sujets-là. Donc si on résout une problématique client nouvelle, ou en tout cas où on accompagne, alors il y a beaucoup de projets aussi autour de la RSE, de l'ESG, etc., qui sont des startups assez intéressantes. Donc là, une récente qu'on accompagne aussi, qui a développé effectivement tout un catalogue de gaming pour embarquer finalement les collaborateurs d'une entreprise dans une démarche RSE. Très intéressant concept. C'est une petite société qui a levé 700 000 €, mais voilà. Donc les projets sont quand même assez diversifiés, et moi j'aime bien ce côté-là assez éclectique. Donc je me suis aventuré dans des projets plus personnels, plus artistiques, parce que c'est aussi important, je pense, de s'évader et de prendre un peu de recul sur d'autres problématiques. Donc l'art et la culture, c'est important. Voilà, donc j'ai eu l'occasion aussi de coproduire des longs métrages, d'aider aussi des artistes de spectacles vivants en France et à l'international. Qu'est-ce que tu as produit ? Alors c'est des choses qui sont assez plutôt films d'auteur, et puis des artistes plutôt sur la scène québécoise, donc des comiques québécois. Voilà. Bien. Mais ça s'est fait vraiment, encore une fois, toujours à travers des rencontres et à travers l'envie d'une aventure humaine. Il n'y a que ça qui m'anime en fait. En tout cas, ça se voit, ça se sent. Il y a toujours cette flamme, cette passion. 30 ans, c'est quand même une aventure au long cours. J'ai l'impression de redévelopper une boîte chaque année. Donc, pour moi, 30 ans, c'est vrai que c'est sur le papier, mais j'ai quand même l'impression de démarrer aujourd'hui un nouveau groupe qui s'appelle Kerus. Écoute, ce qu'on peut te souhaiter, c'est que chaque jour soit le jour de la création d'un nouveau Kerus. Et donc, du coup, en tant que père, en tant que grand-père, tu donnerais quoi comme conseil à ceux de tes enfants ou de petits-enfants qui sont en âge de faire des études supérieures? Tu leur dirais de faire quoi? Aujourd'hui, en termes de métier? Oui. De l'IA. Non, des maths. Non, en fait, je pense que ce qui construit... Alors, les maths, pour moi, c'est une dimension très importante dans la construction aussi d'une personne. Tout est basé sur les maths. Donc, pour moi, les maths, c'est très important. Je pense que le sport et la culture aussi. Voilà, donc lire. J'inviterai les enfants. Alors, c'est pas évident aujourd'hui avec le digital, mais essayer quand même de garder un peu de lecture, même beaucoup de lecture. Je pense que ça ouvre l'esprit, ça construit l'imaginaire, et c'est très important. Même demain, pour piloter des IA, il vaut mieux avoir beaucoup lu avant. Le sport aussi, une composante très intéressante dans une construction personnelle aussi, parce qu'on apprend effectivement à travailler, en tout cas à réussir en collectif. Alors il y a des sports aussi individuels, mais je pense que le sport collectif, pour moi, est important aussi en termes de construction. Et puis après, c'est vraiment la capacité. Alors, il faut être très attentif en tant que parent, c'est pas facile, mais aujourd'hui le monde évolue très très vite, donc il faut rester, je pense, très vigilant et essayer d'éclairer le mieux possible. Mais on sait très bien que les parents font du mieux possible, mais à part ça, il n'y a pas de recette miracle en fait. Et donc 2 dernières questions avant de passer aux questions-réponses. Est-ce que tu es consommateur de podcasts, et si oui, est-ce qu'il y en a un que tu aimerais recommander? Et quel est le dernier bouquin ou un bouquin que tu voudrais partager? Alors, un podcast de temps en temps, donc c'est toi qui me l'as suggéré en plus, donc j'ai commencé à l'écouter. Il y a un gars qui est quand même assez bon et assez visionnaire au niveau techno, qui s'appelle Olivier Ezrati, que tu connais, donc qui a créé des podcasts notamment sur le quantum. Donc j'ai commencé effectivement sur les conseils de Jean-David. C'est une excellente série qui s'appelle Décode Quantum. Il y a 63 épisodes. Et vraiment, ça permet de découvrir tout l'écosystème et tous les métiers liés au quantique. Voilà, et sinon, alors, en termes de bouquins, c'est vrai que là, ces derniers temps, je n'ai pas pris beaucoup de temps pour lire. Alors, je lis beaucoup, je fais beaucoup de veille, plutôt sur l'économie en général, donc des bouquins sur un peu de stratégie, soit proposés par des gens qui travaillent vraiment sur les visions sociétales ou économiques. Après, il y a plus des bouquins classiques qu'on peut être amené à relire. Mais disons que ce qui m'intéresse pas mal aujourd'hui, c'est quand même l'évolution du monde dans lequel on vit. Et donc, les sujets de prospective me motivent pas mal. Et qui est un monde mis à rude épreuve avec toutes ces transformations. Eric, merci vraiment. Merci d'être venu. Merci à toi.
C'est un plaisir de t'avoir avec nous. J'espère que c'est un plaisir pour toi de revenir à Dauphine. Grand plaisir. Donc là-dessus, effectivement, donc la croissance s'est fortement accélérée par des opérations d'acquisition. Alors, comment on fait? On a géré, en fait. C'est-à-dire que même si on prend des bons conseils et on peut lire plein de théories sur le sujet, je pense qu'il faut vivre les choses. Et ce qui est surtout important, c'est d'intégrer des sociétés dont le management partage la culture et les valeurs de l'entreprise. Pour moi, c'est ça qui est fondamental pour le succès d'une opération d'acquisition. Et même quand il y a ça, c'est pas gagné, parce qu'il y a quand même un peu de transformation et d'organisation derrière. Donc je crois qu'en fait, ce qui a porté le projet, cette vague-là, c'était aussi l'engouement pour la business intelligence et le fait que j'ai réussi à fédérer autour de moi des acteurs qui partageaient la même vision de ce métier. Et donc là, on se rapproche tout de suite sur le modèle de l'entreprise, les offres qu'on a pu développer, la manière dont on veut accompagner les clients. Donc ça, c'est quand même un gage de garantie. Après, la pression du marché, des investisseurs, des clients, on vit avec la pression. Quand on est entrepreneur, on se lance sur une aventure qui est d'ailleurs très enrichissante, mais qui effectivement est une aventure avec beaucoup de pression qu'il faut savoir effectivement gérer au fur et à mesure, savoir prendre aussi un peu de recul sur certaines situations et surtout bien s'entourer, parce qu'on n'est pas non plus tout seul. Comme à 1000 personnes, je ne suis pas tout seul. Donc il faut bien s'entourer et effectivement avoir une capacité aussi managériale pour affronter tous ces défis. Alors justement, je pense que sur le RGPD, la réglementation est en place, mais je pense qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle et pas suffisamment de prise de conscience encore sur le sujet. Je pense qu'il y a 70%, à mon avis, des sociétés qui n'en tiennent pas vraiment compte. Donc c'est un peu ce que tu disais. Donc ça va continuer, à mon avis, à progresser. Notamment, l'IA va accélérer aussi le mouvement. Donc le sujet du consentement va devenir beaucoup plus prégnant. Donc je pense que ça aussi... ça influera effectivement aussi sur la bonne réglementation RGPD. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais, il faut donner le pouvoir effectivement à l'utilisateur final. Pour moi, c'est fondamental. Après, on peut s'amuser à faire des modèles sans rien demander à personne, comme peut faire ça. C'est pas dans notre culture, c'est pas dans notre ADN, c'est pas ce qu'on souhaite faire, c'est pas la société qu'on veut demain. Donc c'est aussi des choix importants qu'il faut faire. Oui, ça c'est intéressant parce que j'ai discuté avec quelques PME, alors pas forcément en France, c'était au Brésil, bon, on est dans pas mal de pays, et donc on est au Brésil, donc, où les nouvelles technologies sont bien développées, et j'ai discuté avec pas mal de PME qui, dès leur démarrage, utilisent des IA génératives pour des sujets de gestion, de marketing, de RH, etc. Donc je ne crois pas qu'il y ait une grosse barrière à l'entrée pour les PME, d'autant que les fondateurs de ces PME soient assez sensibilisés à ça et la capacité à les utiliser. Mais je pense que justement, c'est accessible, à mon avis, aujourd'hui aux PME, même si les projets d'industrialisation, c'est plutôt pour des grosses ETI ou des grands comptes aujourd'hui, de ce qu'on voit nous. C'est qu'effectivement, il y a une vision plutôt assez négative, en tout cas pessimiste. Notamment, vous connaissez Yuval Harari, donc la personne qui a écrit Sapiens, etc., qui est effectivement un historien assez reconnu aujourd'hui, qui lui voit plutôt le mauvais côté de l'IA et la fin des démocraties, etc. Bon, c'est effectivement un danger, donc il va falloir effectivement être hyper vigilant aussi là-dessus à une échelle plus géopolitique. Et puis un Yann Lequin qui lui est beaucoup plus ouvert en disant voilà, c'est le nouvel ère des Lumières. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, de ma fenêtre, il faut mettre l'humain au centre de tout ça. Et on est quand même une société, on est une humanité, donc on doit progresser pour un avenir meilleur. Et je crois qu'il faut utiliser l'IA au service de cette humanité. Donc, notamment sur les enjeux d'écologie, de problématiques climatiques, d'empreinte carbone. Je crois que l'IA peut beaucoup apporter, à mon avis, là-dessus. Et donc, on doit être moteur pour justement faire en sorte que le monde soit décarboné le plus vite possible. Après, les imaginaires, non, au niveau des clients, en tout cas de ma fenêtre, moi j'ai suivi quelques clients, pour l'instant, ils restent assez pragmatiques.
ils ne sont pas, on n'est pas dans ces discussions, entre guillemets, qui pourraient être un peu plus philosophiques, qui sont très pragmatiques sur leur productivité, l'efficacité de leur entreprise. Donc on n'aborde pas, mais ceci dit, tu me donnes maintenant l'occasion lors de prochaines rencontres clients d'aborder ces sujets-là. Je pense que c'est quand même intéressant de voir au-delà de son job, voilà, comment on projette un peu l'humanité à travers ça. C'est très intéressant. Moi, je pense que c'est un peu intrinsèque aussi à la personnalité. Hein, oui, effectivement, comme vous dites, il ne faut jamais rien lâcher. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. On est confronté, bon, j'étais confronté aussi assez jeune à des responsabilités, etc., que ce soit sur le plan perso ou professionnel. Voilà, donc que j'ai eu envie aussi d'assumer, etc. Et oui, je pense qu'il y a quand même une part, de mon avis, liée à la personnalité et à l'énergie qu'on peut aussi avoir, parce qu'en fait, il faut aussi beaucoup d'énergie et bien sûr, il faut aussi de l'audace. Mais je crois que la clé, quand même, c'est de réussir à fédérer aussi des hommes et des femmes autour d'un projet. C'est-à-dire qu'on ne crée pas quelque chose tout seul. Pour moi, c'est très important. L'équipe et le collectif est très important. Et je crois que, et encore plus aujourd'hui qu'à l'époque, quand j'ai créé ma boîte, j'étais tout seul. Bon, après, je peux aller jusqu'à, effectivement, à un certain niveau. On dit toujours qu'effectivement, tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment le credo. Ensemble, on va plus loin. C'est ce que j'essaie de construire aussi avec le groupe. Je suis toujours motivé à ça. Et surtout, faire grandir, en fait, les équipes dans l'entreprise. Ça, c'est ce qu'il y a de plus gratifiant, de voir quelqu'un qui a rejoint la boîte il y a 15 ans et qu'aujourd'hui, patron des US, par exemple. Et ça c'est vraiment génial. C'est l'humain qui a créé l'IA, et donc c'est à l'humain de faire apprendre à l'IA, en fait. C'est-à-dire que si vous voulez que l'IA puisse répondre ou régler des solutions ou répondre à certains enjeux, je pense que c'est sur les datasets, les jeux de données sur lesquels vous allez faire travailler l'IA que vous pourrez, au fur et à mesure, en développant des algorithmes, obtenir effectivement des résultats qui vont dans le sens de votre stratégie. Je pense que c'est très important, effectivement, qu'on maîtrise le sujet à la fois en amont et en aval. Et ça, c'est très important. Maintenant, dans le marketing, ce qui est très utilisé aujourd'hui, c'est quand même beaucoup les IA génératives qui sont un peu ouvertes, hein, type ChatGPT, où là, aujourd'hui, il y a quand même des choses intéressantes à utiliser, que ce soit en termes de contenu, texte, vidéo, PDF et autres. Là, il y a une richesse d'informations qui permet effectivement déjà de faire gagner énormément de temps dans la construction d'un plan marketing ou d'une offre, etc. Donc, moi, je vous invite à les utiliser aujourd'hui avec précaution, mais je pense que ça peut vraiment accélérer. Donc, laisser l'homme avec plus de temps pour de la créativité, mais vraiment partir avec des éléments déjà qui sont quand même assez intéressants. Tout à fait, c'est une vaste question. On est dans déjà la diversité comme thématique, je pense que c'est quelque chose d'important en fait et enrichissant pour l'humain en général. Donc ça a été aussi l'idée de la création du groupe Kérus. Hein. Moi j'ai adoré aller effectivement découvrir de nouveaux horizons et puis partager ensemble par rapport voilà, au métier qui est le nôtre. Bon, on parle aussi aujourd'hui d'IA plus inclusive, éthique, etc. Donc je pense que là, on rejoint aussi le sujet, effectivement, des données entraînées. Donc après, sur la partie genre, c'est sûr qu'on ne va pas, du jour au lendemain, changer la photo. Par contre, on mène quand même des actions de fond pour promouvoir beaucoup plus les femmes dans l'industrie du numérique. Par exemple, on a une fondation Kérus là, depuis 2017 où on sponsorise énormément de programmes autour de ça. Donc voilà, on contribue à notre manière. Je pense que le sujet de l'inclusion peut se traiter aussi avec l'IA, mais voilà, tout en étant encore une fois très responsable sur les données, en tout cas les sources sur lesquelles on veut effectivement mettre en place ces algorithmes. Bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc c'est un peu effectivement le côté un peu paradoxal. Donc d'un côté,
effectivement, ces IA apportent, voilà, je pense, une forte valeur ajoutée, derrière des consommations importantes d'énergie, notamment au niveau des cartes graphiques, data centers, etc. Donc, quand on dit qu'on veut travailler sur un code décarboné ou une approche pour réduire l'empreinte carbone, c'est un peu la schizophrénie, hein. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il faut essayer de travailler les sujets en parallèle, c'est-à-dire comment réussir à créer ou à développer des infrastructures à la fois résilientes mais moins consommatrices, sachant que de toute façon, on ne pourra pas passer en dehors de la vague de cette IA. Donc je crois que d'ailleurs, c'est des problématiques qui sont actuelles aujourd'hui, que les industriels essaient de résoudre aussi. Je pense que la technologie le permettra, notamment la partie quantum sûrement et la partie aussi fusion nucléaire. Donc il y a quand même des sujets qui vont, demain, sur le plan scientifique, aller dans le sens de développer effectivement une écologie plus propre et en tout cas une responsabilité plus forte pour justement réduire cette empreinte générale. Non, tout à fait. Donc tu as raison, hein, sur tout ce qui est service client. Donc, il y avait déjà une ancienne génération de bots qui permettait d'automatiser un certain nombre de choses. Là, ça va beaucoup plus vite avec l'IA. Et donc, c'est ce que je disais un petit peu en début de conférence. Donc, il y a des métiers qui sont directement touchés. Donc, je crois qu'il faut aussi anticiper un peu ces transformations pour donner effectivement une orientation. Alors, ce ne sera pas faisable pour tout le monde, mais orienter un peu ces profils vers des tâches à plus forte valeur ajoutée dans leur organisation. Après, quand c'est une TPE, bon, c'est autre chose, mais je pense que les entreprises responsables vont faire en sorte de faire évoluer ces équipes. Après, il y aura quand même certainement des postes qui disparaîtront à court ou moyen terme. Et là, moi, je crois beaucoup à de nouveaux jobs qui vont se créer grâce à l'IA, en fait. Eric, merci. C'était vraiment un plaisir de t'avoir.